Grand merci d'être venu partager ce moment avec le BL. Nous vous invitons, nous vous tendons la main de venir à cette formation, cette jeune formation, pour que nous construisions ensemble un rêve qui deviendra réalité pour tous les Guinéens, une prospérité pour tous les Guinéens, où en tant que frères et sœurs, pas simplement en parole de poète, nous sommes véritablement une famille. Je vous remercie. Merci Dr Faya pour ce brillant exposé. Et nous allons directement passer à la série de questions-réponses. Et nous allons commencer par ma droite. Il y a des gens qui veulent poser des questions. Ils peuvent se manifester. Ouais. On aimerait bien établir une liste, mais juste pour gagner en temps, vous pouvez juste soulever les mains. Ok. C'est M. Diallo. M. Diallo Tierno. Ok, M. Diallo Tierno, vous pouvez poser votre question. Je vous remercie. Je dirais que bienvenue à Philadelphie. Je le souhaite à Dr Faya Milimono. Nous l'avons connu avec sa position. Il est jeune, la Guinée a la chance d'avoir des jeunes intellectuels qui s'intéressent désormais à la politique. Parce que depuis que les premiers politiciens sont tombés par les balles de la dictature, les intellectuels ont eu peur de la politique et se sont retirés, se sont réservés. Désormais, les jeunes sont en train de se réveiller, les intellectuels sont en train de se réveiller. Je crois que la Guinée a de l'avenir. Mais attention, si nous ne faisons pas attention, la Guinée va droit à la guerre civile. Avec la position du professeur Alpha Condé, avec la position de ses compagnons, je vous dis que la guerre civile risque d'être inévitable. Parce que personne ne permettra pas de voir sa famille être violée tous les jours, battue, les marmites versées, et que l'on continue à se résigner. Non, ni le Coran ni la Bible n'a jamais conseillé un homme de se résigner comme ça pendant 54 ans. Alors, maintenant, je me permets de poser la question à docteur, parce que si tous les Guinéens connaissent le docteur aujourd'hui, c'est par ses positions. Je voudrais savoir si le docteur appartient à l'opposition radicale, ou bien au centre, ou bien quelle est réellement la place du BL. Je vous remercie. Merci, M. Diallo. Merci, M. Diallo. Je crois que le PL a une position qui est claire. Nous sommes de l'opposition. Radical, j'aime pas tellement le concept, ça dépend de celui qui l'utilise. Je parlerai aujourd'hui peut-être d'une mouvance radicale, mais il n'y a pas d'opposition radicale en Guinée. J'ai été associé à beaucoup d'actions prises par l'opposition à la présidence, ou en tout cas à la gouvernance du professeur Alpha Condé depuis 2 années et demie. Rappelez-vous que le professeur Alpha n'a jamais apposé sa signature au bas d'un papier qui sort d'un dialogue avec les gouvernements qu'il a combattus avant. Aujourd'hui, l'opposition qu'il a en face est telle qu'il demande le dialogue. Tout en demandant le dialogue, nous savons qu'il y a des choses sur lesquelles on ne négocie pas. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qu'un Guinéen ait le droit de vivre. Nous avons donc des positions qui sont claires.
Mais en tant que parti politique, depuis notre formation, nous sommes passés à travers beaucoup de luttes et nous sommes en droit de nous poser un certain nombre de questions. On est tous en train de nous battre pour des valeurs, c'est vrai, chacun le dit. Mais est-ce que chacun le fait? C'est pour cette raison, depuis la légalisation du BL, au sein de ces instances, nous avons choisi de réfléchir et analyser avant de déclarer notre appartenance à n'importe quelle composante politique de l'opposition. La raison est simple. Quand on se bat pour les valeurs, on ne tourne pas le dos quand on tue un Guinéen. Quand on se bat pour les valeurs, on ne tourne pas le dos lorsque le droit est violé. Et donc, c'est pour cette raison qu'en tant que formation politique, quoique par moment, même à l'occasion des dernières manifestations qui ont eu lieu à Conakry, quand on a marché sur l'autoroute, quand on a marché sur la route Le Prince, nous nous sommes associés à ces actions parce que nous avons fait notre, n'est-ce pas, ces réclamations, parce qu'il nous faut des élections libres, transparentes et crédibles. Par contre, nous prendrons notre temps pour analyser la situation et savoir ceux avec qui nous allons véritablement continuer le combat. Il y en a parmi cette opposition actuelle, mais nous savons que même dans cette opposition actuelle, il y en a qui ne sont pas en train de se battre pour des valeurs. C'est ce qui explique notre position actuelle. Mais nous savons exactement ce que nous voulons. Alpha désunit les Guinéens, nous voulons unir les Guinéens. Alpha est en train de bafouer la dignité du Guinéen, nous voulons préserver la dignité du Guinéen. Et cette position ne sera pas négociée, elle ne changera pas. Le BL ne sera pas un parti politique dont la position va changer au gré du vent. C'est ça ma réponse à votre question. Peut-être j'ai des amis qui sont à côté qui pourraient ajouter quelque chose. Merci, docteur. Qui d'autre a une question? Il y a le doyen Barry là. Ok, nous allons commencer par merci, bonsoir. Bonsoir à Dr Faya Milimono. Bonsoir. Donc je salue personnellement le courage et sa conviction politique constante par rapport au combat pour une Guinée unie et prospère basée sur les valeurs démocratiques. J'ai deux questions. Ma première question, c'est ces derniers temps, on entend souvent les gens dire que depuis que le docteur Faya Milimono a eu l'agrément de son parti politique, il ne parle plus beaucoup. Il n'est plus autour de l'opposition radicale. Il n'est plus le même Faya qu'on a connu. Il tend vers la mouvance. Que répondez-vous à ces personnes? Ma deuxième question, pendant que nous sommes en train de parler de l'amorce d'un dialogue en Guinée, alors que le cadre de ce dialogue n'est même pas encore défini, le président de la République ce soir a appelé le corps électoral pour les élections législatives du 30 juin. En tant que membre de l'opposition, personne qui a participé ces dernières années au combat en Guinée, est-ce que cette date est une date consensuelle? Si oui, pensez-vous que la CENI techniquement est prête à aller aux élections le 30 juin? Sinon, en tant que membre de l'opposition encore, quelle est la réponse adéquate dont vous pensez que l'opposition devrait tenir par rapport à cette date? Merci. Merci, monsieur Dieng. Merci, monsieur Dieng. Vous savez, en Guinée, les gens aiment questionner.
Le comportement des gens. Nous avons passé des moments très durs. Quand nous avons déposé les dossiers pour l'agrément du BL, c'était le 21 septembre. Ça nous a pris presque 5 longs mois de combat. Parmi vous, certains ont signé la pétition sur Internet. Il y en a dans les rues de Conakry qui ont signé la pétition. La presse s'est mobilisée. J'ai tiré le chapeau à la presse, M. Dieng. Parce que s'il y a aujourd'hui des gens qui comprennent le vrai sens du combat que nous menons, c'est cette jeune presse guinéenne qui se bat, parfois mal payée. Il y a des journalistes en Guinée qui ont un salaire qui ne dépasse pas les 300 000. 300 000, ça ne peut même pas vous payer le transport durant tout le mois pour quitter Koza et aller à Kalon. Allez-y, faites l'expérience. Prenez 300 000, tous les matins vous prenez quelque chose, vous allez à Kalon, vous revenez. Ça ne va pas vous payer le transport. Ne parlons pas de manger, ne parlons pas d'autre chose. Lorsque nous avons fini ce combat, qui s'est bien conclu, parce que le jour de la conclusion de ce combat, le ministre de l'administration du territoire a attiré l'attention du BL sur le fait que nous avons été abandonnés par nos amis de l'opposition. Parce que nous ne les avons pas entendus, c'est vrai. Mais nous lui avons fait remarquer aussi que non seulement nous avons été abandonnés par nos amis de l'opposition, mais nous avons aussi devant nous un ministre qui n'a pas respecté la loi. Alors donc, lorsque nous avons fini ça, nous ne voulons pas ressembler à un parti comme beaucoup d'autres qu'on connaît sur le terrain en Guinée, dont les militants ne peuvent pas remplir une cabine téléphonique. Nous nous sommes mis au travail. Au moment où on parle des équipes Sion qu'on a créées pour installer le BL, il y a des gens qui travaillent à l'intérieur. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas eu véritablement, je ne suis pas venu en vacances. Je suis venu pour travailler. Depuis que je suis venu, j'ai fait beaucoup de rencontres au département d'État, etc., etc. Parfois, on peut parler moins et être plus efficace. J'ai découvert ça. Lorsque nous étions en train de nous battre, on a fait beaucoup de dénonciations sur les radios. Une seule a été l'élément déclencheur. Quand nous avons dit, nous allons faire le sitting, ça a déclenché les choses et nous avons obtenu. Quand nous sommes arrivés ici, il faut passer voir les autorités américaines qui donnent aussi de l'argent pour que quelque chose se fasse en Guinée et leur faire savoir, avec preuve à l'appui, que tous les jours, il y a des Guinéens qui meurent par la faute de leur gouvernement. Nous avons rencontré beaucoup de responsables, d'autorités américaines déjà. Nous avons rencontré aussi des Guinéens, comme ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Donc, on n'a pas cessé. Il n'y a rien qui a changé dans notre position. En tant que parti, nous avons une vision claire. Nous voulons amener la Guinée à la prospérité, mais unie. Et nous n'allons jamais composer avec un Guinéen qui choisit comme politique officielle de diviser les Guinéens. Vous me posez la question par rapport, j'ai abordé ça brièvement dans mon intervention pour faire constater que le président dit tout le temps une chose, il fait le contraire. C'est pourquoi je suis de ceux, malgré les tentatives pour que nous rencontrions le président Alpha Condé, j'ai trouvé que ça ne vaut pas la peine de le rencontrer. Tous ceux qui l'ont rencontré, des amis de l'opposition, ils m'ont dit la même chose. Ce monsieur, quand vous le rencontrez, si c'est pour 1 heure, il va parler 58 minutes. Vous avez 2 minutes pour lui dire bonjour et
et dans les 2 minutes, vous nous dites au revoir. J'ai dit, alors puisque nous parlons, nous nous exprimons sur les ondes, ils nous entendent, parce qu'ils nous écoutent aussi. Je crois que ça c'est suffisant. Un jour va arriver où il sera à ses meilleurs sentiments, où il se comportera comme un vrai président, nous pourrons nous rencontrer, mais pour l'instant, ça ne vaut pas la peine. Et je crois qu'il a toujours donné raison à ceux qui croient en cela. Nous avons dit la même chose, c'était en novembre 2011, que c'était un spectacle, ce fut un spectacle. Encore dernièrement, il a invité les leaders politiques, ils sont allés. Ce fut encore un spectacle, parce que c'est lui qui a proposé un dialogue qui n'a pas encore commencé, il a déjà pris le pas qui compromet ce dialogue. Non seulement ce n'est pas consensuel, mais je ne suis pas sûr que techniquement la CENI que nous avons aujourd'hui puisse réunir les conditions d'une élection libre, transparente et crédible le 30 juin. On n'est même pas encore d'accord sur l'opérateur qui va réviser le fichier électoral pour nous permettre d'aller aux élections. Et une question qui ne devait même pas être une question est encore en suspens. Vous, les Guinéens de l'étranger, ce n'est pas une faveur qu'on vous fait que de dire que vous devez voter. C'est un droit. C'est constitutionnel, c'est légal dans notre pays. Si je défends le fait que les Guinéens que vous êtes, au BL, nous le défendrons et nous prendrons des actions pour aller le plus loin que nous pouvons pour défendre vos droits. La raison, nous ne considérons pas que vous soyez des militants d'un parti politique. On n'a pas besoin de savoir à quel parti vous êtes affiliés. Vous êtes des citoyens guinéens qui avaient des droits. Nous respectons cela. C'est une manière de faire différemment la politique. Le danger que l'on exclut les Guinéens de l'étranger vient d'une stratégie d'exclusion qui a fait déjà ses preuves à l'intérieur. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé entre les deux tours? On a créé un précédent en Guinée. Demain, eh bien, M. Geng, je ne sais pas, puisque les gens parlent en Guinée en termes d'ethnie, je ne sais pas la vôtre. Si demain vous êtes opposé à moi, je vais chasser tous les Geng Kagikedou. C'est ce qu'on a commencé dans notre pays, c'est dangereux. Ça, ce n'est pas une manière de construire une nation. Il suffit de savoir que telle entité pourrait voter d'une manière qui ne nous soit pas favorable pour qu'on travaille à l'exclure. C'est tout ce qui explique l'opposition au vote des Guinéens de l'étranger. On part du résultat des dernières élections pour comprendre que s'il y a vote aujourd'hui et les Guinéens de l'étranger participent, la majorité de vos votes iront, n'est-ce pas, à l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher que vous votiez. Si nous acceptons ça aujourd'hui, eh bien demain, on dira qu'Ankan ne va pas voter parce que Kankan n'est pas favorable au vote de celui qui est là. Donc, tout cela réuni, je ne pense pas que nous puissions avoir des élections propres. Et en tant que parti politique, nous travaillerons à empêcher qu'il y ait une élection manipulée parce que les conséquences sont graves pour notre pays. Merci. Deuxième question. Oui. Par rapport à la question, Dr. Fayad, selon vous, quelle est la stratégie derrière la convocation du collège électoral pour le 30 juin? Pourquoi, selon vous, le professeur Fakonde décide de le faire maintenant? Parce que vous le connaissez très bien. Bon, quand j'ai entendu que le professeur Fakonde a signé le décret, il y a une première chose qui m'est venue en tête. Le capitaine Moussa Dadis Camara a perdu sa maman. Il a été autorisé à venir en Guinée. Cela provoque aujourd'hui assez de mouvements en région forestière. Le débat est houleux. Pour certains, il ne doit plus repartir. Pour d'autres, il doit repartir. Le président lui-même, dans le passé, a dit, et le peuple a entendu, que Moussa Dadis Camara n'est pas empêché de venir en Guinée. S'il veut venir, qu'il est libre de venir. Maintenant qu'il vient au décès et que les gens disent qu'il ne va pas retourner,
ça devient une épine sous ses pieds. Il faut trouver quelque chose pour détourner l'attention des gens. Ça, j'ai pensé à cela. Ça peut ne pas être tout. Mais aujourd'hui, il y a une véritable situation à gérer en région forestière pour Alpha Condé. Et donc, il profite pour provoquer l'opposition pour que le débat revienne à Conakry plutôt que de parler, parce que c'est demain qu'on prévoit enterrer la mère de Moussa Dadis Camara. Il peut y avoir une autre raison. Le gouvernement a demandé, et on sait que Alpha est allergique à l'intervention de la communauté internationale dans le processus. Il l'a dit clairement. L'insistance de l'opposition a fait que finalement, le gouvernement a écrit à Ban Ki-moon pour choisir quelqu'un qui va faciliter le dialogue à Conakry. Eh bien, il semble que le nom de celui-là est connu. Pour certaines catégories de politiciens, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut commencer par attaquer, pour mettre la pression. Je trouve que tout ça, ça peut nous coûter encore des vies humaines. C'est pourquoi le PL, avant aujourd'hui, malgré sa jeunesse, a commencé par se poser la question comment nous pouvons passer à travers ce processus et éviter que nous continuions à perdre encore des vies humaines, que nous continuions encore à voir la dignité du Guinéen bafouée. On a mis sur la table une proposition de sortie de crise. Elle n'est pas parfaite. Quand nous pensions cette solution, nous n'avons pas pensé que ça allait faire mal à quelqu'un ou ça allait plaire à quelqu'un. Nous avons pensé à quelque chose qui pouvait être juste et bon pour le peuple de Guinée. Si vous prenez les 9 éléments qui constituent cette proposition, mis en œuvre aujourd'hui ces 9 points, ça peut nous permettre d'écarter doucement M. Alpha Condé, qui risque, à l'allure où vont les choses, de créer plus de problèmes au peuple de Guinée qu'on imagine. Je ne sais pas si parmi mes frères qui sont devant moi, vous savez le développement de la situation à Londres. Je crois que pour aller maintenant en Guinée, il faut passer par Londres. Les miniers ont commencé à porter plainte les uns contre les autres. Ça ne sera pas simplement BRGR contre un autre Britannique. Demain, ça sera une compagnie minière portant directement plainte contre la Guinée. Et le juge ne s'appellera pas Bangourani Diallo ni Konaté. Nous sommes déjà suffisamment pauvres, on vient de nous pardonner 2 milliards de dollars. Et les actions de magouille que prend le professeur Alpha Condé, que prennent les gens de son entourage, risquent de coûter gros au peuple de Guinée. Donc tout cela, nous savons. Et donc si Alpha prend ce genre d'action, nous comprenons. Nous sommes convaincus que la solution au problème d'aujourd'hui en Guinée passe par le renvoi en 2015 des élections législatives et présidentielles couplées. Ça passe par la libération de tous les prisonniers politiques en Guinée, par l'arrêt des activités de la CENI en vue du choix d'un opérateur de façon consensuelle, de façon légale, et qu'on se donne l'occasion. Et là, je vous le dis, mes frères et sœurs, on peut avoir des avis différents là-dessus. Mais le schéma actuel de la CENI ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et je ne crois pas que dans les mois à venir, ça va fonctionner. Alors, dans l'intérêt du peuple de Guinée, nous pouvons penser aujourd'hui à une CENI technique. Il y a des raisons de douter que nous puissions obtenir une CENI technique. Personnellement, j'ai défendu dans le passé le fait qu'on ne se précipite pas pour aller vers une CENI technique, parce que ceux qui ont
ternir l'image de la CENI ne sont pas venus des partis politiques, mais de la société civile. Je connais l'exemple de Luceni Camara, je connais l'exemple de Bakary Fofana aujourd'hui, etc., etc. Mais le salut pour le peuple de Guinée est de travailler de façon sereine à identifier des personnes capables de nous conduire d'une manière technique des opérations électorales. Et cela, après avoir révisité notre constitution, nous allons tester le fichier électoral par le référendum et par les élections locales avant d'aller aux élections présidentielles et législatives en 2015. Tout cela sous la gouvernance d'un gouvernement d'union nationale qui enlève au professeur Alpha sa capacité de nuisance que nous connaissons aujourd'hui. Voilà globalement la proposition, et je crois que Alpha n'est pas, il prend conscience de ça aussi. Il sait que les Guinéens ont commencé à se poser la question comment l'écarter. Tout cela, mais ça le met sur les nerfs, et donc il va provoquer. Je ne suis donc pas étonné que Alpha sorte des dates, et bien peut-être il va sortir autre chose, même plus grave. Voilà. Nous allons directement passer à M. Barry qui avait demandé la parole. Après lui, vous allez enchaîner. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Barry. Bonsoir, le Bloc libéral. J'ai une série de questions pour. Donc, je ne sais pas si vous pouvez prendre note. Premièrement, qui a réellement gagné les élections du premier tour de la présidentielle 2010? Deuxièmement, nous avons constaté que l'opposition guinéenne ne cesse d'échouer dans toutes ces tentatives contre le président Alpha Condé, qui techniquement est plus stratège que cette opposition et finit toujours par venir à bout de ses décisions. Que comptez-vous faire pour l'arrêter? Troisièmement, vous avez parlé des Guinéens de l'étranger, du vote des Guinéens de l'étranger. Pensez-vous réellement que les Guinéens de l'étranger, pas pour le vote des présidentielles, mais pour le vote concernant les législatives, pensez-vous réellement qu'il est nécessaire que ces Guinéens vivant en dehors de la Guinée décident pour ceux qui sont à l'intérieur de la Guinée, ceux qui vivent réellement la vie locale, le quotidien guinéen? Ma quatrième question, docteur, c'est de savoir si jamais les élections ne se tiennent pas en 2015, que feriez-vous? Parce que tout porte à croire, tout est là qui porte à croire que ces élections ne se tiendront pas en 2015. Et ma dernière question, ce qui fait une grande polémique, et j'aurais aimé que vous clarifiez aux Guinéens qui sont là aujourd'hui, qui pensent que réellement le gouvernement est obligé de rembourser, de dédommager les commerçants qui ont perdu leurs biens suite aux attaques que nous connaissons tous, qui étaient manigancées par le gouvernement. Mais aujourd'hui, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est en train de diriger ces commerçants-là vers le mauvais chemin. Parce que constitutionnellement et logiquement, le gouvernement n'est pas censé dédommager ces personnes. Il n'y a aucune preuve qui est là, il n'y a rien. Nous nous basons sur des connaissances du quotidien guinéen. Nous savons exactement ce qui se passe, nous savons qui sont les responsables. Aujourd'hui, nous cherchons à savoir, nous cherchons à voir ces commerçants être dédommagés. Nous voulons qu'ils récupèrent tous les biens qu'ils ont perdus. Mais ils sont en train de passer par le mauvais chemin, appuyés, mal conseillés par beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez clarifier aux Guinéens qui sont là, aux Guinéens de l'étranger, vous pouvez leur dire que réellement, si vous pensez que le gouvernement est supposé rembourser, ou vous aurez conseillé, vous conseillerez les commerçants à prendre
un différent chemin, une différente approche, afin qu'ils se fassent dédommager par le gouvernement, puisque nous connaissons tous qu'en Guinée ou qu'en Afrique, les leaders aiment vraiment se montrer. Ils prennent l'approche la plus simple et ils seront dédommagés. Mais s'ils vont par la violence, ils ne le seront pas. C'est ça ma série de questions. M. Barry, je voudrais une précision sur votre première question, s'il vous plaît. Vous avez demandé les résultats du premier tour ou du deuxième tour? Non, des élections. Du premier tour, ok. Qui a réellement gagné le premier tour, parce que quels sont réellement les candidats qui sont passés au deuxième tour de la présidentielle? Voilà, parce que non, je on a croire que Alpha Condé n'était pas qualifié pour les deuxièmes tours. Ouais. Donc j'aimerais juste savoir, parce que chacun donne sa définition. Jean-Marie Doré dit qu'il connaît pour lui, Sekouba dit qu'il connaît pour lui. Docteur, que connaissez-vous de cette situation? Merci, M. Barry. Donc, rapidement, docteur, nous allons permettre au doyen de poser sa question. Prenez note et vous allez essayer de répondre. Bonsoir à l'auditoire. Merci. Allô? Oui. Ça va bien. Ok. Et j'ai une série de questions aussi. Tout d'abord, je voudrais adresser mes félicitations et mes encouragements à Dr. Faramino pour la lutte urbaine, pour l'avènement d'une Guinée unie et prospère, pour l'avènement d'une Guinée. Donc, il y a la justice. Des petits encouragements, vraiment. Je pense que c'est très important. Il faudrait absolument que les jeunes cadres s'intéressent à la politique. Je pense que c'est seuls les jeunes cadres qui pourront vraiment, je pense, conduire la Guinée vers le chemin du bonheur. Donc, félicitations, mes sincères encouragements et nous prions Dieu pour votre réussite. Et il y a une série de questions. Et la première, l'opposition s'est dit unie au sein du collectif de l'ADP et du CDR. Mais les leaders de ces partis politiques acceptent d'être reçus individuellement par Alpha Condé. Des comportements que moi je fustige. Alors, je voudrais vous demander, Dr. Faya, quelle analyse faites-vous sur ces comportements de ces leaders? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, l'opposition dit que la société Weimar a été choisie en violation flagrante de la loi, parce que étant choisi sans cahier de charge, sans appel d'offres. Et Alpha Condé, lui, se défend en disant que ce opérateur économique a été choisi par l'ex-président de la CENI. Quelle information pouvez-vous nous apporter sur ce problème? L'opposition dit que vraiment qu'elle a été choisie sans cahier de charge, sans appel d'offres. Par conséquent, il n'est pas question qu'elle organise des élections. Et Alpha Condé dit le contraire, que lui, il a trouvé ce opérateur sur place, que c'est l'ex-président de la CENI, Ben Sekula, qui a choisi la société. Où est la vérité? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle information pouvez-vous nous apporter sur ce problème? Je ne sais pas, il y a eu une modification de la CENI. Il y a eu une modification parce que je pense que selon la première loi, les décisions de la CENI devaient se faire par consensus. Je ne sais pas quel est l'organe qui a modifié cette loi et je pense que maintenant il est dit que les décisions de la CENI doivent se faire selon la majorité. Mais alors, est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'était le moment de faire cette modification? Et l'organe
qui a apporté cette modification? Est-ce qu'elle aidait à militer à apporter cette modification? Est-ce que cette modification était la bonne? Est-ce que c'était le moment? Ok, je m'arrête là. Donc, nous allons permettre à docteur de répondre à cette série de questions. Merci, doyen. D'abord, je commence par la première question de M. Barry, qui avait gagné les élections au premier tour. Le Premier ministre qui était là a dit que lui connaît. Je n'étais pas le Premier ministre. Le président qui était là a dit que lui connaît. Je n'étais pas le président non plus. Vous savez, le PL est venu à la politique pour éviter que les Guinéens soient nourris de mauvaises informations. Ce qu'on nous a donné officiellement comme situation, on a dit que c'est Cellou Dalein et Alpha Condé qui sont passés au second tour. Ce que nous savions avant que les résultats officiels ne soient donnés au Palais du Peuple, parce qu'il y a des ambassadeurs qui avaient appelé Sidia pour le féliciter d'être au second tour de l'élection présidentielle. Jusqu'à quelques minutes donc de cette rencontre, pour beaucoup de Guinéens, c'était Sidia Touré et Cellou Dalein qui devaient être au second tour. Finalement, on a entendu que c'est Alpha et Cellou. Dans l'un comme dans l'autre, je crois qu'on n'a pas, en tant que Guinéens, été exigeants pour chercher à savoir la vérité en ce moment. Il faut que nous arrêtions de renvoyer à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Les Guinéens doivent apprendre à vivre dans la vérité et dans l'honnêteté. L'opposition ne cesse d'échouer. Le président Alpha Condé est plus stratège. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cela? Je ne crois pas que l'opposition soit en train d'échouer à chaque fois. Si l'opposition avait échoué, peut-être qu'il y aurait eu déjà des élections qui vous auraient donné une assemblée à 90% RPG et qui serait déjà en train de prendre des décisions en votre nom et en train de valider toutes les conventions signées par Alpha Condé avec les sociétés minières, etc., etc. Il est vrai qu'on a déploré des morts. Il est vrai que des frères, des sœurs à nous ont été blessés. Il est vrai qu'il y a eu des arrestations arbitraires. Mais une seule chose que je retiens du comportement d'Alpha, il ne semble avoir aucun souci pour le bonheur de ce pays. Donc, il peut toujours sortir n'importe quel jeu, quel que soit le comportement de cette opposition. Pour l'instant, je ne dis pas que cette opposition est parfaite. Il y a beaucoup de choses que je peux dire sur l'opposition. Si aujourd'hui le BL a dit nous allons davantage réfléchir avant de faire le pas, c'est parce que nous avons effectivement beaucoup de réserves également vis-à-vis cette opposition. Et je vais répondre aux questions en ne tenant pas compte de l'ordre. Pour aborder directement dans le cadre de la question du doyen, quand il a demandé l'opposition reçoit ou est reçue par Alpha Condé individuellement, alors qu'on est ensemble dans le collectif, l'ADP, CDR et puis Front d'Union maintenant. Cette question avait été abordée au collectif depuis très longtemps d'ailleurs, et au moment où on était collectif et ADP. Je dois dire ceci. Kouyaté a été celui qui a insisté que l'opposition n'accepte jamais de se faire recevoir par Alpha individuellement. Kouyaté l'a dit, il l'a répété à nos rencontres, mais comme beaucoup d'autres suggestions qui ont été faites à cette opposition, on n'a pas réussi à adopter le principe que ce soit ensemble que l'opposition soit reçue. On a dit, faisons-nous confiance mutuellement. S'ils nous invitent, allez-y, et puis ceux qui acceptent d'être invités, ils vont. Je ne sais pas comment analyser cela, mais je sais que ce n'est pas une bonne stratégie, personnellement, je crois.
Les Guinéens de l'étranger, M. Barry, je crois que ce n'est pas un problème de savoir si les Guinéens de l'étranger vont procéder ou vont choisir à la place des Guinéens de l'intérieur les députés. Si nous abordons le problème dans la même logique que ce que vous dites, on pourrait dire que les Guinéens de l'étranger n'ont pas besoin non plus de participer au vote du président, parce que le président ne préside pas aux destinées de l'Amérique ou du Canada. C'est aux destinées des Guinéens qui sont là-bas, en Guinée. Je crois que la Guinée n'est pas le premier pays ni le dernier à donner à ses citoyens qui sont en dehors des frontières le droit de voter. Beaucoup d'autres pays le font d'ailleurs, y compris les États-Unis d'Amérique. Ils le font. Et aujourd'hui, dans le continent africain, quand vous prenez la Sierra Leone, l'idée n'est même plus simplement à faire participer les Léonais qui sont à l'étranger, mais à faire représenter les Léonais qui sont à l'étranger. Si je vous dis aujourd'hui que la stabilité relative que nous constatons en Guinée vient de ce que fournissent comme effort les Guinéens qui sont à l'étranger, vous n'allez pas me démentir. Beaucoup de Guinéens qui sont à travers le monde, s'ils connaissent des difficultés, ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas dur, mais parce que ce qu'ils gagnent est divisé presque 50%, 50% entre la Guinée et ici. Donc ils contribuent autant, sinon, qu'est-ce qui donne le droit aux États-Unis d'Amérique de voir à la façon de gérer la Guinée par les Guinéens? C'est parce que les États-Unis contribuent à faire vivre ce pays. C'est tout à fait normal qu'on reconnaisse aux Guinéens qui sont à l'étranger, qui contribuent à faire vivre la Guinée, d'avoir droit de regard sur la manière dont les choses sont gérées en Guinée. Donc ce n'est pas du tout une mauvaise chose. S'il n'y a pas d'élection en 2015, c'est parce qu'on n'aura pas tenu compte de la proposition faite par le BA. Si aujourd'hui on regarde cette proposition, on commence à la mettre en œuvre, en 2015, il y aura une élection. Nous avons vécu dans la sous-région ouest-africaine la situation en Côte d'Ivoire. Ça a perduré pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un encadrement de la communauté internationale qui a amené à des élections. Elles n'ont pas été parfaites, mais les élections ont pu se tenir. Je suis de ceux qui, depuis longtemps, à Conakry, ont donné le signal aux Guinéens qu'il se pourrait bien que Alpha reste au pouvoir pendant 5 ans, 10 ans et qu'il n'y ait jamais d'élection. Il y a cette probabilité. Mais pour éviter cela, il faut que nous prenions des actions. Aujourd'hui, l'opposition se réduit à réclamer et le pouvoir se réduit à refuser les réclamations de l'opposition. Au milieu, nous avons un peuple qui meurt, qu'on blesse, qu'on bafoue la dignité. Il faut qu'on sorte de ce jeu. Vous avez posé le cas des commerçants. Personnellement, j'ai parlé avec le président de Goa. Contrairement à beaucoup de politiciens sur le terrain, je crois beaucoup au droit. C'est vrai que la justice en Guinée, dans notre pays, n'est pas parfaite. Elle n'en est même pas une. Mais on ne peut pas se battre pour le droit et ne jamais utiliser le droit. Si on a peur d'aller devant les tribunaux parce qu'on sait que les tribunaux ne vont pas dire le droit, alors le droit ne sera jamais dit en Guinée. Il faut qu'on y aille et qu'on exige que le droit soit dit. Je vous donne l'exemple. Lorsque nous avons déposé notre plainte à la Cour suprême, il y a beaucoup qui nous ont dit « Voici une autre erreur que vous faites. La première, vous avez choisi de créer un parti politique qu'on ne vous donnera jamais l'agrément. La deuxième chose, vous avez été à la Cour suprême, vous n'aurez jamais raison. » Il a fallu qu'on mette la Cour suprême à l'épreuve pour savoir si on avait raison ou pas raison. Le jour que nous avons menacé de faire un sitting, que les jeunes ont commencé sur les antennes à Conakry à menacer d'être devant la Cour suprême pour marcher, qu'il y ait de morts ou pas,
Eh bien, la Cour suprême s'est sentie concernée. C'est elle qui a cherché à nous rencontrer. Donc, je ne crois pas que dans l'appareil judiciaire guinéen, tous les juges soient mauvais. Il y en a quelques individus. Il faut les encourager. Et pour les encourager, il faut les mettre à l'épreuve. Le deuxième exemple, c'est à Zérekoré. Nous avons un jeune juge d'instruction qui est en train d'instruire l'affaire de Zogota, qui a déjà inculpé 6 personnes. C'est une démarche qui a commencé. Elle peut retarder, mais un jour la justice peut être faite par rapport à ça. Et ce que je peux conseiller donc à ces commerçants, c'est de porter plainte contre X. Quand vous dites qu'il n'y a pas de preuves, il y en a beaucoup. Moi, j'ai personnellement envoyé à des gens, si vous voulez, si j'ai votre email, je vous enverrai certaines images, dans lesquelles vous voyez clairement les hommes en uniforme aider les jeunes loupards à casser les boutiques. Vous comprenez? Donc, s'ils vont vers la justice, on ne peut pas ne pas voir cette situation évoluer. Maintenant, pour revenir au doyen, j'ai déjà répondu à la question concernant le fait qu'on soit reçu individuellement. Je trouve que c'est une erreur. Et le cas de Wemark, voici ce que je peux dire. Les morts ne peuvent pas se défendre. S'il est vrai que c'est-à-dire le bon sens même peut nous guider pour dire que c'est un faux problème quand le président dit que ce n'est pas lui qui a fait venir Wemark, c'est Bensikou Sylla. Bensikou Sylla n'était pas vivant quand on a parlé de la révision du fichier électoral. Nous parlons de révision du fichier électoral depuis que lui, il est au pouvoir. Vous comprenez? Et donc, si nous avions à chercher un opérateur, c'est pour la révision du fichier électoral. Monsieur Bensikou Sylla, qui n'était plus de ce monde, ne peut pas être signataire d'une lettre octroyant un marché à quelqu'un quelques mois après sa mort. Mais en Guinée, vous savez, dans un pays où les balles connaissent la direction de leur cible, tout est possible. Comprenez? Quand on nous a dit qu'on a attaqué la maison du président, toutes les balles n'ont atteint qu'une seule maison, la maison du président. Même la balle qui a été tirée par les gens qui étaient censés défendre le président, ces balles-là sont revenues pour rentrer dans le mur de la maison du président. Tout ça c'est possible en Guinée. On sait que c'est du mensonge. C'est ce pourquoi nous sommes en train de nous battre. C'est Alpha qui a fait venir Wemark en Guinée pour la révision, pas même pour la révision du fichier électoral, mais pour le recensement. Il a d'abord dit que l'Afrique du Sud nous a donné 2050 kits. C'était faux. Comprenez? Et que l'Afrique du Sud nous a recommandé Wemark parce qu'on nous a donné le matériel que Wemark peut utiliser. Tout cela c'était faux. Pour venir nous dire par après autre chose. C'est pourquoi l'opposition guinéenne doit tenir mordicus que Wemark ne soit associé à rien à ce processus. Si nous acceptons, même si nous faisons venir, je ne sais pas, le FBI ou la CIA pour contrôler l'action de Wemark, ces élections-là seront bafouées et ça va nous conduire à des moments les plus difficiles. C'est pourquoi nous devons rester fermes pour que Wemark parte, qu'on ait un opérateur qui soit compétent, qui ait de l'expérience, qui ait été choisi de façon légale dans notre pays. La modification de la CENI, bon, ça a été fait par le CNT. Il y avait une loi qui prévoyait effectivement le consensus pour la prise de décision au sein de la CENI. Vous avez entendu parler de la dernière loi lorsque nous avons parlé de restructuration de la CENI. C'est en ce moment que cette autre loi a été votée, qui est moins que celle qui a été remplacée. C'est tout cela qui nous fait dire au PL que nous avons besoin de revoir toute cette situation
pour avoir en place une CENI technique avec une administration électorale autonome qui permette aux Guinéens à l'âge de 18 ans d'aller se recenser n'importe quel jour de l'année et être prêt à voter. Cela est possible. Si le Ghana a pu le faire, la Guinée peut le faire. Il suffit que nous nous engageons dans cette voie. Mais aussi longtemps que nous allons le faire une affaire d'ego, nous allons tourner en rond et effectivement, comme M. Barry l'a dit, les élections pourraient ne pas avoir lieu en 2015 et pourquoi pas en 2020. Je vous remercie. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à votre question, M. Barry. Et comme vous avez dit que vous avez parlé de l'échec de l'opposition, au contraire, aujourd'hui, nous devons parler de l'échec de Koro Alpha. Koro Alpha a échoué. Pourquoi? On devrait aller aux élections 6 mois après les élections présidentielles, selon les accords de Ouaga et selon, bien sûr, notre constitution même. Je ne me rappelle pas de l'article, je pense que c'est l'article 164. Le CNT devrait expirer 6 mois après l'élection présidentielle. Mais voilà, plus de 2 ans et demi, le professeur Elas Alpha Condé est incapable, je m'excuse du mot, mais c'est la vérité, il est incapable de nous conduire aux élections législatives. Donc nous tendons vers la 3e année depuis son élection. Encore, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le professeur Alpha Condé a perdu tous les grands ténors qu'il avait soutenus. Aujourd'hui, il faut donner du crédit à l'opposition guinéenne. Ça, c'est plus de 10% de l'électorat qu'il a perdu. Lansana Kouyaté, Jean-Marc Teliano, Kassel Fofana, j'en passe. Donc, aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui est en train de jouer. C'est la raison pour laquelle il est en train de retarder l'élection législative parce qu'il est convaincu, avec ces 18%, il ne pourra jamais remporter une élection normale, une élection transparente en République de Guinée. Donc, l'échec au niveau de la mouvance. Revenir à mon frère Djeng rapidement. Quand vous avez parlé de tendance du bloc libéral vers la mouvance, je vous conseillerais, mes chers compatriotes, de faire beaucoup attention avec les rumeurs. Le RPG arc-en-ciel, très fort en rumeurs. Les politiciens guinéens, très forts en rumeurs. Vous vous souviendrez tous le cas de Sigiri, ce que ça nous a produit. Faire déplacer des Guinéens des endroits où ils ont habité depuis leur naissance jusqu'à 80 ans. Vous vous rappellerez de ce vieux homme, de ce vieil homme. À 80 ans, il devrait quitter Sigiri pour résoudre sa région de Bouddha. Tout ça, c'était question de rumeurs d'IRPG arc-en-ciel. Donc, il faut beaucoup vous méfier de ça. Les positions du peuple libéral sont très claires. Aujourd'hui, nous sommes de l'opposition, ça c'est très clair. Mais nous sommes de quelle partie de l'opposition, c'est l'avenir qui le déterminera. Comme l'a dit le président, notre priorité aujourd'hui, c'est la vie du Guinéen, c'est la vie de l'être humain. Donc je voudrais juste apporter cette précision. Merci. Merci, M. Ba. Nous allons essayer de prendre une question par personne, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, le temps fait défaut. Donc, une seconde, M. Diallo. M. Silla Colomb avait demandé la parole en première position. Je vous remercie. Je m'en vais reprendre ce que mes prédécesseurs ont déjà dit, à savoir remercier et féliciter notre frère Dr Faya, que nous avons eu à connaître il y a très longtemps, parce que nous avons partagé des moments durs avec lui dans tous les États-Unis. Depuis le moment où l'actuel président était en prison, nous faisons partie de ceux-là qui ont manifesté et qui ont contribué à sa libération. Et après la succession de tous ceux qui sont venus au pouvoir, nous nous sommes rencontrés au niveau devant toutes les institutions ici, à Washington et à New York, pour
défendre la même cause. Et nous saluons son courage, au risque de me répéter. Et je voudrais bien savoir, auprès de notre frère, Dr Faya, que nous avons vu et que nous avons remarqué dans son ascension politique. À l'orée de cette ascension, tout le monde est unanime qu'il a reçu un grand soutien, d'abord des frères guinéens en général, et particulièrement de certains frères qui appartiennent à des partis spécifiques. Et je m'en vais parler de l'UFDG, bien entendu, parce que je suis de l'UFDG. Donc, il a bénéficié de ce soutien et de cet encouragement. Il a commencé à faire son ascension politique. Il est devenu la deuxième personnalité d'un grand parti. Et après, il a quitté ce parti. Toujours, il a bénéficié du soutien des militants, des sympathisants et des responsables de l'UFDG. Nous lui reconnaissons une très grande honnêteté parce qu'il a eu à plusieurs moments à le reconnaître dans des conversations privées, dans des conversations officielles. Il a bénéficié du soutien et des responsables et des militants de ce parti. Et maintenant, il dit que quand il a eu l'agrément de son parti bloqué, il n'a pas eu le soutien de l'opposition. Cependant, dans son intervention ici même, il a reconnu que s'il y a eu dénouement en partie, cela est dû au fait que certains jeunes et des citoyens guinéens se sont mis très au sérieux au niveau de tous les médias et ont menacé la Cour suprême. Il l'a dit ici. Et je le sais, il a parfaitement raison parce que c'est quelque chose que j'ai suivi personnellement. Et parmi tous ceux qui ont eu à faire ce premier pas et qui ont voulu dire la vérité au gouvernement en place et leur a dit qu'ils allaient mettre en exécution la menace, les trois quarts c'était des militants de l'opposition et certains des responsables de l'opposition. Et l'opposition en elle-même qui est constituée du collectif et de l'ADP, en conférence de presse, j'ai entendu, j'ai vu, et je suis sûr qu'il y en a qui ont lu ici aussi honnête, a condamné et a flétri le fait que le gouvernement en place n'a pas voulu agréer ou ne voulait pas à cette époque agréer l'agrément de Dr Faya. Personnellement, je sais que, et beaucoup aussi le savent parce que c'est officiel, le président du parti de l'UFDG, Elaï Sendou, a eu à flétrir ça en conférence de presse, et c'était officiel. Il l'a flétri et il a demandé que réparation soit faite et que le parti de Dr Faya soit agréé. Si, avec le ministre de la décentralisation, M. Faya a appris et tombé d'accord qu'il n'a pas reçu le soutien de l'opposition, j'aimerais bien savoir quelle sorte de soutien s'attendait Dr Faya de la part de l'opposition. Je vous remercie. Merci, Monsieur Silla. Prière à toutes les personnes d'être bref dans les questions, s'il vous plaît, pour gagner en temps. Le temps imparti est vraiment largement dépassé. Donc nous allons passer au doyen. Alors,
personnellement, je ne serai pas là peut-être pour danser, je vais prendre quelques minutes ici pour m'exprimer au moins, si vous me permettez. Voilà, docteur, vraiment, je suis très content de vous retrouver ici, cette fois-ci, comme leader politique de en Guinée. Je sais ce qui s'est passé entre nous, surtout dans le cadre du collectif de Porte-Vie. Nous avons vu à travailler, c'est comme mon frère Talibé, nous avons eu à accomplir assez de choses ici. Donc je vous remercie et je vous félicite pour n'avoir pas eu encore votre agrément très tôt. Parce que vous avez provoqué, vous avez effrayé le pouvoir. Je vous félicite pour ça. Et j'avais même voulu, personnellement, j'avais voulu corrompre M. Condé, le ministre, pour dire maintenant, change le nom pour Bloc pour la liberté. Mais en fait, il n'a pas voulu me comprendre. Docteur Faya, vous avez dit ici quelque chose que beaucoup de politiciens oublient. Vous avez parlé des valeurs. Vraiment, je l'entends de mes deux oreilles. Mais je voudrais ici vous demander comment entendez-vous continuer à éduquer, je ne dirais pas ici les citoyens guinéens, mais vos collègues de certains partis politiques avec l'expérience que vous avez, pour que les partis politiques de l'opposition comprennent que nous sommes en période de transition. Donc, les revendications ne doivent pas porter seulement sur la procédure électorale. Il y a ici la restructuration des forces de sécurité. Il y a même ce CNT-là, même s'il y avait une assemblée, ce serait opposition et mouvance. Maintenant qu'il y a le CNT ici, pourquoi l'opposition semble abandonner le CNT à la mouvance? Donc je voudrais rappeler ça et vous remercier pour les activités que vous menez pour la liberté. Donc si Alassane Condé m'avait compris, il allait changer le nom pour mettre Bloc pour la liberté. Je vous remercie. Merci doyen. Donc rapidement, monsieur Diallo. Alors, je m'appelle Amadou Diallo. Je vais être très bref puisque certains mes prédécesseurs ont déjà posé certaines de mes questions. Ma question est purement constitutionnelle. Vous avez parlé autour de votre présentation que depuis 1958, tous les régimes qui se sont succédés nous ont pratiquement rien donné. Nous savons que le pouvoir en Guinée, c'est un pouvoir présidentiel. Et le pouvoir présidentiel est de type, c'est un pouvoir fort. Donc, quelle qu'en soit l'autorité des autres branches, le pouvoir présidentiel prédomine toujours. Donc, que pensez-vous éventuellement, si vous êtes élu député ou président dans un futur proche, pensez-vous changer le régime de type présidentiel que nous avons? Merci. Merci. Merci, M. Diallo. Donc, s'il vous plaît, nous allons prendre une dernière question et le docteur va procéder à la réponse à toutes ces questions et donner son mot de fin, s'il vous plaît. Okay. Good evening, everybody. I'm going to say this in English because I think I will make it more clear. Mr. Faya, thank you for your effort that you are doing, and I'm one of the people that really admire the steps that you are taking at this time. My question is, I have two quick questions actually. My first question is, the Guineans that are outside of Guinea, in the diaspora, if they vote for the legislative elections, which constituency are they voting for? Is there any modality to show that if I am, for example, somebody in Philadelphia, if they vote, which constitution, who is going to be their representative in Guinea? Because we know that the legislative election is purely based on the legislature. It's not like the presidential. Which constituency are they going to represent?
That's the first question. Secondly, this party looks like a young party, and that you have a lot of good ideas, you have a big dream, but what are the modalities that you are putting in place in Guinea right now that is geared towards educating the people about the importance of your party, or how this party is going to be different from the parties that are already in place? That's my two questions, and thank you very much. Thank you, Mr. Donc, rapidement, la dernière question, s'il vous plaît, soyez bref. Merci de me permettre de parler brièvement. Donc, moi, c'est Germain Bénou. Voilà, docteur, c'est simplement pour vous dire, et à vous, et à vos collègues qui êtes ici devant nous, c'est pour moi une fierté. Une fierté parce que je vois des Guinéens. Je ne vois pas souvent des forestiers ou bien des gars, des représentants du Fouta ou bien ceux du Manding. Je vois des Guinéens. Félicitations, chers amis. Félicitations aussi. Je vous ai connu dès le début, je vous ai vu monter. Et dans la communauté, et dans les affaires communautaires, comme l'a fait certains Obama, et aussi je vous ai vu au niveau des Guinéens, maintenant vous êtes au niveau de toute la Guinée. Je vous dis bonne chance. Et surtout, chers amis, restez ce que vous êtes. Merci. Restez ce que vous êtes parce que vous avez eu la possibilité de suivre, d'avoir beaucoup de directions. Mais vous avez dit non, vous voulez être ce que vous êtes. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance, je vous souhaite du courage et je voulais vous dire que nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous parce que vous êtes un nouveau visage pour la Guinée. Nous comptons sur vous parce qu'en tant que parti politique, il y a beaucoup d'espoir. Lorsqu'on vous invite sur les radios, nous voyons les gens qui sont là et qui espèrent. Ils espèrent en vous. Plus que ça, aujourd'hui la Guinée est à la croisée des chemins. Je voudrais aussi vous demander de penser à nous autres Guinéens qui sommes là en train de souffrir parce que vous qui êtes en haut, quelque part, vous n'allez pas vous comprendre. Je souhaite que vous puissiez vous comprendre. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais juste essayer d'enchaîner par rapport à ce que le monsieur a dit, une question qui est toujours posée par les gens. Aujourd'hui, le docteur est constant. Qu'est-ce qui fait que demain, s'il a le pouvoir, il ne va pas changer? Merci. Les dames n'ont pas de question. Les politiciens auxquels vous pensez pour me poser la question si je ne vais pas changer n'étaient pas constants. Il faut que vous vous rappeliez de ce qu'a été Alpha avant de le juger aujourd'hui. Nous avons prédit, si c'est une prophétie, elle était exacte. On a dit qu'Alpha entraînerait le pays dans la situation actuelle. Il n'y a pas un politicien qui a été plus ethno, il n'a pas créé l'ethnocentrisme en Guinée, mais il n'y a pas eu un politicien qui a été plus ethno qu'Alpha Condé. C'est bien de Alpha que nous avons entendu dans les années 90 qu'un compatriote malinqué qui voterait pour Lansana Conté, qu'il a reconnu après être son nom, serait un bâtard. Vous savez tous les pas qu'il a suivis jusqu'à être président aujourd'hui. Donc, si quelqu'un parmi vous peut s'étonner qu'il soit ce qu'il est, moi je ne suis pas étonné. Je l'ai connu depuis les années 90. Cela n'est pas pour dire que je suis parfait. Non, je ne suis pas parfait. Seul Dieu l'est. Mais j'ai des convictions. Et mes convictions sont fortes. Elles ne vont pas changer au gré du vent. Ça, je peux vous l'assurer. Et quand on parle de la direction d'un pays, ce n'est pas le travail d'un individu, c'est le travail d'une équipe. C'est pourquoi au BL, nous sommes en train de construire une masse critique qui peut changer ce pays dans la bonne direction. Et ce que je m'emploie à faire au BL et dans tous les forums auxquels je participe, c'est d'écouter les clients. Ceci est extrêmement important, je voulais le préciser. Maintenant, je reviens aux questions que me pose. D'abord, je remercie mon frère Colomb qui a rappelé un certain nombre de choses. Oui,
il y a eu les déclarations verbales de quelques leaders de l'opposition, dont Fodoussou, par exemple, il l'a fait. Et la Cellou l'a fait, une déclaration verbale. Mais je veux dire, en matière politique, hein? Bon, je n'ai pas suivi ça, par exemple. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, je vais faire le parallèle. Dans cette opposition, j'y ai participé en tout cas les 2 dernières années. Je ne dis pas que j'ai fait plus que tout le monde, mais j'ai fait parmi ceux qui ont beaucoup fait dans cette opposition. Lorsque nous étions en difficulté, je suis allé vers toute l'opposition à 2 ou 3 reprises. J'ai envoyé une lettre. Il n'y a jamais eu une réaction officielle. Jamais. Vous ne pouvez pas me pointer du doigt aujourd'hui une réaction officielle que l'opposition guinéenne a faite. Ce n'était pas pour moi, par ailleurs. C'était pour des valeurs qu'ils disent se battre. Parce que quand la Constitution dit que nous sommes dans un multipartisme intégral et que chaque Guinéen a le droit de, lorsque ce droit est violé, et quand on se bat pour ces valeurs, on doit se lever. Mais on ne s'est pas levé. Il n'y a eu aucune déclaration officielle, je le précise. Par contre, lorsque dernièrement, on a poursuivi Jean-Marc Teliano, il y a eu des déclarations officielles. Il y a eu même des déplacements des leaders dans la salle de l'audience. Je crois que au-delà du fait que Jean-Marc soit en train d'être embêté parce qu'il a questionné l'origine du professeur Alpha Condé, lorsque d'autre part un citoyen, qui qu'il soit, est poursuivi pour un cas d'escroquerie, la justice doit faire son travail. Je suis en train de me battre pour des valeurs. Si je suis poursuivi pour ça, je crois que la justice doit établir si je suis coupable ou pas coupable. Et des déclarations qui ont été faites par l'opposition officielle que l'histoire a enregistrées. L'histoire n'aura pas enregistré à ce qui concerne le BL, effectivement, une réaction de l'opposition. Et je peux vous dire ceci. Il a fallu à Conakry que beaucoup de gens interpellent l'opposition dans les émissions interactives pour que ces réactions verbales dont j'ai fait allusion tout à l'heure aient été produites. Il faut avoir été à Conakry pour le savoir. J'ai toujours précisé une chose. Naturellement, il y a en Guinée une différence entre le peuple qui suit les leaders, qui a des convictions, et ces leaders-là. Je dirais que nous sommes un pays où les populations sont très en avance par rapport à leurs leaders. C'est pourquoi je remercie, et j'ai toujours remercié, en fait, tous les Guinéens épris de justice, de liberté, qui se sont toujours levés, non pas pour soutenir un individu, mais pour exprimer ce à quoi ils croient. Et ceci est extrêmement important. Et c'est là que je condamne aujourd'hui le RPG, qui semble nous montrer que les Guinéens sont morts pour que le président Alpha Condé soit au pouvoir. Non. Ils sont morts parce qu'ils veulent, ils ont voulu qu'il y ait la justice dans notre pays. Et parmi ceux qui sont morts, il y a aussi ceux du RPG. Je crois que quelque part, on a même, c'est pas seulement l'opposition par ailleurs que nous avons fustigé par rapport à cette attitude. Même, chose comment on appelle ça, même le RPG Arc-en-Ciel, nous avons adressé des lettres à toute la classe politique. Le RPG n'a même pas daigné prendre la lettre. Nous l'avons fait parce que nous pensons que nous avons un devoir, celui d'apporter un certain éclairage aussi à la compréhension des gens de ce dont nous parlons quand on parle de la lutte pour la démocratie et pour la liberté dans notre pays. C'était une
une manière de dire au RPG qu'en fait, nous ne sommes pas en train de nous battre pour que quelqu'un qui s'appelle Condé soit au pouvoir, mais pour que les Guinéens bénéficient de la justice, de l'égalité, de la liberté. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui en droit de reconnaître que chacun des deux côtés a manqué à cela. J'ai remercié sur les antennes personnellement des gens, quand je prends par exemple le vice-président de l'FDG qui est venu à une de nos conférences de presse pour me dire vraiment je vous soutiens et personnellement. C'est des déclarations qui nous sont allées droit au cœur. Mais il faut reconnaître que nous aurions expiré mieux, et pour l'histoire, cette opposition a échoué par rapport à cela. Je devais le préciser. La Constitution prévoit un régime présidentiel à Guinée, j'en conviens. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon compatriote, il dit, dans un régime présidentiel, le président est toujours fort. Nous sommes aux États-Unis dans un régime présidentiel. Mais il y a un équilibre entre les trois pouvoirs. Parce que dans l'agencement des choses, selon Montesquieu, qui a été l'un des écrivains qui ont inspiré les idées de démocratie, c'est un pouvoir qui arrête un pouvoir. Et à chaque fois qu'un pouvoir ne peut pas arrêter un pouvoir, tout être humain qui en a le pouvoir a tendance à en abuser. Dans notre situation, nous n'avons pas aujourd'hui un équilibre qui permette à un pouvoir d'arrêter un pouvoir. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée, c'est la souveraineté du peuple. Nous avons au PL des propositions claires par rapport au changement constitutionnel qu'on envisagerait si nous arrivons au pouvoir. Nous avons constaté d'abord que l'affaire du Premier ministre en Guinée, ça n'a jamais marché. Il n'y a jamais eu Premier ministre chef du gouvernement en Guinée, il y a eu Premier des ministres. Nous pensons que le pouvoir étant considéré aujourd'hui un objet de conquête par des ethnies pour conserver, il faut sortir de ce schéma-là. Parmi les propositions que nous sommes en train de préparer à faire, nous allons envisager l'élection d'un président avec un vice-président qui n'appartiendra ni à la même ethnie que le président, ni à la même région que le président. Nous sommes en train d'envisager ceci pour renforcer le pouvoir législatif. N'est-ce pas? Que les nominations aux fonctions civiles et militaires du président de la République soient approuvées par le Parlement. Cela va nous permettre, premièrement, d'éviter qu'on ait aux fonctions ministérielles des gens qui n'ont ni la compétence, ni l'expérience, ni la probité morale. Et cela va nous éviter d'avoir des gouvernements avec 80 à 90% d'une ethnie. Nous avons également, comme élément de changement constitutionnel dans notre pays que nous voulons faire, nous voulons réduire le nombre de paliers de gouvernement. Jean-Jacques Rousseau a dit que l'homme public ne produit pas, il consomme le superflu du peuple qui devient le nécessaire du public. Le superflu, c'est lorsque ici à Philadelphie, vous avez un boulot qui vous paye $100 000, mais vous avez besoin exactement de $40 000 pour vivre avec votre famille, $60 000 deviennent le superflu. On peut puiser là-dedans, vous n'allez pas crier. Mais en Guinée, il n'y a pas le nécessaire, c'est-à-dire ce qui permet aux gens de manger, de se loger. Ça n'existe pas. Donc tout ce qu'on prend aux Guinéens, c'est comme une dent qu'on leur arrache. Avoir des gouvernements comme ce que nous connaissons aujourd'hui avec des dédoublements, ça coûte très cher au peuple de Guinée. Nous allons avoir deux niveaux. Le niveau central qui aura des pouvoirs réduits
Et en tant que parti libéral, dans le sens classique du terme, nous militons pour un gouvernement réduit au strict minimum. Nous n'avons pas besoin en Guinée d'avoir plus de 19 ministres. Même ça, c'est trop. Même ça, comme M. Barry le dit, même ça c'est trop. Nous devons simplifier ce que doit faire le gouvernement central dans notre pays pour qu'au niveau local, des gens qui sont élus par le peuple aient des responsabilités précises. Je vous donne un exemple. Sous un gouvernement BL, nous allons nous employer à faire en sorte que la municipalité de Kankan, qui va élire un conseil municipal, ils auront la responsabilité d'assurer la sécurité des Kankanais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça ne sera pas des membres de la fonction publique centrale qui appartiendront au corps des policiers de Kankan. Des gens seront formés selon les valeurs pour lesquelles nous sommes en train de nous battre et ils iront demander à Kankan pour avoir le poste de policier à Kankan pour assurer la sécurité des Kankanais. Il y a des choses précises que nous sommes en train de concevoir et croyez-nous, nous allons nous battre pour que ces choses-là prennent corps dans notre pays. Aujourd'hui, la Guinée est encore une colonie avec le président comme l'ancien gouverneur général qui était à Conakry et qui a à l'intérieur du pays des petits princes qu'on appelle les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Nous allons les chasser du système. Posez-vous la question et allez demander aux Kankanais, aux Sikirinka, aux Zérekoreka, s'ils ont besoin d'un préfet à Zérekoré, à Kankan, à Labé, pour que Labé fasse partie de la Guinée. Depuis que nous sommes en Guinée, nous savons que tous les ans, les Guinéens se lèvent pour chasser leur préfet. Le dernier chassé, c'était à Ikedou. Nous avons été là-bas. Demandez-vous qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là. Ils sont nommés par le président, ils prennent le budget préfectoral, ils se le repartissent à Conakry, ils vont là-bas pour vivre du harcèlement des populations. Nous allons décanter tout cela. Nous avons un projet très précis et nous allons nous employer à mettre ça en œuvre. La différence entre le BL, je crois que c'est ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de choses que nous pensons doivent changer et profondément dans notre pays. Nous vous avons dit que beaucoup de partis politiques aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, ont un ancrage trop dans les ethnies, dans les clans, dans les régions. Nous sommes venus à la politique parce que nous pensons qu'il y a des valeurs qui nous sont communes et que nous pouvons les défendre. Ces valeurs républicaines sont celles qui feront de nous une nation. Depuis 1958, nous sommes en train d'utiliser, de recycler la même politique d'ethnostratégie. Celui qui a créé un parti politique, il court dans la région dont il est originaire et dit « Je suis votre frère, vous me soutenez, c'est moi seul qui peux vous défendre ». C'est faux. Il n'y a que deux ethnies en Guinée. Ceux qui ont détenu le pouvoir, qui sont une minorité, qui ont tué les autres pour se maintenir, et les autres. C'est pourquoi, au PL, nous avons toujours attiré l'attention des Guinéens sur deux erreurs que nous commettons. La première, c'est lorsque nous considérons que M. Sékou Touré était un Malinké, il a commis des crimes, les crimes sont imputables au Malinké, c'est faux. La culpabilité, elle est personnelle. Si Sékou a fait un acte positif, c'est à lui qu'on donne le crédit. Ce n'est ni à sa femme, ni à son ethnie. Mais s'il commet un crime, c'est à lui et à lui seul qu'on impute la responsabilité du crime. Première erreur que nous commettons, nous procédons trop vite par assimilation. Deuxième erreur, si nous avons aujourd'hui devant nous quelqu'un qu'on appelle Alpha Condé,
qu'ils soient malinqués ou mossi ou quelque chose d'autre, ils ne parlent pas en leur nom, ils n'agissent pas en leur nom. L'erreur que beaucoup commettent, c'est lorsque, critiquant, tous les Guinéens ont le droit de critiquer Alpha Condé parce que les décisions que prend Alpha Condé ont une incidence directe sur la vie de tous les Guinéens. Si je critique Alpha Condé et qu'un malinqué me dise « tu le critiques, c'est mon frère », je dis « vous êtes en erreur ». Et nous devons avoir le courage de regarder nos frères dans les yeux pour leur dire qu'ils n'ont pas à se mêler de quoi que ce soit. Donc, ceci constitue des différences majeures. Au PL, nous avons dit qu'on ne doit plus continuer à faire la politique du surplace, c'est-à-dire piloter à vue. C'est pourquoi vous avez entendu parler, juste après notre légalisation, la mise en place d'un espace de débat serein, ce qu'on a appelé le cercle de réflexion, une sorte de think tank. Si vous allez sur Heritage Foundation, ici, le site qu'on appelle Heritage Foundation, vous trouverez que toutes les thèses que mettent en œuvre les républicains, ils sont pensés, créés, repensés. Il y a à travers cela une vision lointaine. Il y a des erreurs que nous commettons au sein de l'opposition guinéenne parce qu'il n'y a pas cette réflexion stratégique, ce débat serein qui connaît la participation des gens qui ne sont pas nécessairement politiques. Tous ceux qui produisent pour Heritage Foundation ne sont pas des politiciens pratiquants. C'est des intellectuels, c'est des académiciens mais qui ont des idées, parfois théoriques. Eh bien, dans ce cercle de réflexion, nous lançons l'invitation à tous les compatriotes guinéens, qu'ils soient d'un parti d'opposition ou de la mouvance. Vous avez une idée sur la meilleure manière de gérer les mails dans notre pays. Vous avez une idée sur la meilleure manière de réformer l'éducation, la santé, la justice dans notre pays. Votre idée est la bienvenue et nous vous ferons participer à un débat serein. Parmi vous, il y a de grands intellectuels. Nous vous tendons la main de collaborer avec cette structure. Et le travail de cette structure ne bénéficiera pas au BL simplement, mais simplement à toute la Guinée. Voilà une autre façon de faire la politique différemment. Nous en avons, et nous avons de grandes ambitions pour le pays. Nous allons, sans gêne ni complaisance, nous allons nous battre pour la réalisation de ces convictions, pour que, encore une fois, un jour, nous puissions voir les belles dents des Guinéens, parce que quand vous êtes aujourd'hui en Guinée, on dirait que vous êtes dans un cimetière. Je remercie mon frère Germain pour les bons mots, et ça m'est allé droit au cœur. Et je compte aussi sur vous, le BL compte sur vous. Je sais que vous êtes très impliqués dans le social. Et nous apprécions beaucoup ce que vous faites aussi. Et comme je viens de le dire, au cercle de réflexion, vous n'avez pas besoin d'être du BL pour apporter votre contribution. Je sais que vous avez des qualités sûres. Vous pouvez apporter la contribution. Je souhaiterais très personnellement, n'est-ce pas, à l'intention de tous les frères qui sont là, même s'il y a des gens de la mouvance ici, mais qui pensent que la Guinée doit avancer et dans le bon sens, de venir, n'est-ce pas, réfléchir avec nous pour aller, n'est-ce pas, à des élections, pour aller à une Guinée meilleure et véritablement meilleure. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ou... Excepté moi. Des législatives de Guinée. Oui, effectivement. Voilà comment il faut comprendre la situation. En Guinée, les députés sont élus selon deux modes. Il y a un mode qu'on appelle l'élection des députés à l'uninominal à un tour et l'élection des députés sur les listes nationales. Le Parlement guinéen compte 114 députés.
Les 2 tiers des 114 députés sont élus sur des listes nationales. C'est comme si on élissait un président de la République. C'est des gens qui sont élus par tout le peuple de Guinée, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Donc, pour l'instant, et je dois d'ailleurs dire par ailleurs qu'au sein du BL, la discussion est très avancée de revoir ce mode, n'est-ce pas, d'élection des députés dans notre pays. Nous voulons avoir des députés élus et présentés devant le peuple de Guinée en chair et en os. Parce que selon le système d'aujourd'hui, je comprends pourquoi vous posez cette question. Quelqu'un peut être à Washington, s'il est influent dans son parti politique, et il y a des gens à Conakry qui peuvent se battre pour lui pour qu'il soit à bonne position sur la liste nationale, eh bien il peut être élu député sur la liste nationale, sans jamais être connu par les Guinéens par ailleurs. Nous voulons quoi? Si nous devons créer des circonscriptions à l'extérieur, nous étudierons cela et les Guinéens se prononceront là-dessus. Mais si nous avons une circonscription à l'extérieur qu'on appelle les États-Unis, nous voulons que celui qui va quitter les États-Unis pour représenter les Guinéens des États-Unis au Parlement guinéen, que ce soit des gens présentés en chair et en os qui seront choisis par les Guinéens. Et à l'intérieur du pays, donc, nous allons refaire un redécoupage de tous les districts électoraux. Imaginez aujourd'hui un député élu à Koya par rapport aux députés élus, n'est-ce pas, à Zérekoré ou bien à Kankan. Vous pouvez sortir 4 fois Doubreka dans Kankan ou dans Zérekoré. C'est d'accord? On peut procéder à un redécoupage qui permette une représentation égalitaire des populations. Et ça le sera fait sur la base d'un recensement exhaustif, pas celui que nous propose le professeur Alpha Condé, mais celui qui se prendra en compte tous les Guinéens. Et à partir de ce recensement, nous allons procéder au redécoupage pour permettre l'élection des députés qui vont véritablement représenter les besoins locaux des populations. Ils vont parler des choses concrètes au lieu de parler de choses abstraites. Mais puisque la question c'est en fonction de la loi telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, c'est que l'article 63 de la Constitution du Code électoral dit, c'est que la circonscription électorale pour l'élection des députés sur les listes nationales, la proportionnelle, et pour l'élection du président, c'est le territoire national. Et selon le législateur guinéen, le territoire national, c'est non seulement les 245 857 km², mais également tous les consulats et toutes les ambassades à travers le pays, à travers le monde. Ce qui permet aux Guinéens de voter, vous qui êtes à l'extérieur, de voter au présidentiel, mais aussi pour les listes nationales aux législatives. Voilà la base légale qui permet la participation des Guinéens aux élections. Ok. Moi, je vais juste rajouter quelque chose sur la question de M. Barry, du vote de Guinéens de l'étranger.